J'ai perdu mon père, il est décédé, il n'avait que 38 ans. Moi, j'en avais à peine 5. Et on était chez nous, on était quatre gars. Et c'est notre mère qui faisait les deux, si on veut, le papa et la maman. Puis, moi, j'ai commencé à aller à l'école et j'ai arrêté. J'avais 12 ans. Les études, il n'avait que le cours classique, mais comme on n'était pas en moyen, hein, si vous voulez, on était pauvres, j'ai arrêté d'aller à l'école après mon primaire, j'avais 12 ans. Et chez nous, on avait une ferme, une petite ferme, et c'est là que j'ai travaillé. Si on veut, à soigner les vaches, puis les cochons, puis tout ça. Puis, à 15 ans, je suis allé faire la drave sur la rivière Cozapscal et Cascapédia. À 17 ans, j'étais au chantier où on devait couper du bois qu'on appelait le bois de corde, là. C'était ce qu'on appelait de la pitoune, hein, de 4 pieds. Puis, à 17 ans, ensuite, je suis allé travailler sur l'île Anticosti. J'étais assistant, si vous voulez, à la cuisine. Et en revenant de l'île Anticosti, je me suis embauché pour travailler sur les ponts à Gaspé, donc bout de Gaspé. Puis ensuite, j'étais engagé à l'hôpital de Gaspé, au vieil hôpital. Et c'est là que j'ai été plus longtemps, si vous voulez, au travail. J'ai été 3 ans à faire un peu de tout, de la rénovation, du plat, de la peinture, et tout et tout. Et c'est là qu'à un moment donné, je décidais de entreprendre des études classiques pour devenir prêtre. Et comme je voulais pas, j'aurais pu aller au séminaire de Gaspé, mais je me voyais pas à 21 ans être avec des étudiants qui avaient dans ce temps-là 13 ans, 14 ans maximum. Et c'est là que je me suis dirigé vers un séminaire de vocation tardive qu'on appelait. Ça n'existe plus aujourd'hui, c'était à Saint-Victor-de-Beauce. C'était un peu ça, si vous voulez. Et j'ai fait mes études classiques là, ensuite mes études théologiques à l'Université Laval, à Québec. Et quand j'ai été ordonné prêtre, le 24 juin 1967, je suis passé l'été dans une colonie de vacances appelée Camp Tekakwitha, dans l'État du Maine, aux États-Unis.
Et après ça, quand j'étais de retour, ben, c'est là que j'ai commencé mon ministère à Grande-Rivière, à la polyvalente de Grande-Rivière. Étant jeune, j'avais cette intention-là, j'avais quoi, 10-12 ans. J'aurais aimé ça, devenir prêtre. Et, tu sais, la vocation, c'est un appel qu'on reçoit, pas directement de Dieu ou d'un ange, si on veut, mais par l'intermédiaire d'autres personnes. Par exemple, l'abbé Ouellet Arsenault, puis Claude Allard, qui me parlait de ça. Puis ça m'a donné comme vraiment le goût d'arrêter mon travail et de me lancer dans ces études-là. Quand j'avais 17-18 ans, je pensais me marier. Hein. J'avais même construit une maison à Gaspé. Je m'étais même construit une maison là. Et je pensais sérieusement à cet âge-là qu'un jour je me marierais. Hein. J'ai été en amour quelques fois, si on veut. Mais disons ça. J'ai tout laissé là pour m'orienter dans ces études-là, puis devenir prêtre. Mon évêque, dans le temps, Monseigneur, je ne me souviens plus de son nom, je pense que c'est Monseigneur Leblanc, non, Monseigneur Fortier, m'avait donné comme mission d'aller aumônier à la polyvalente de Grande-Rivière. Ça, je ne pourrais jamais oublier Grande-Rivière, parce que c'est là qu'a commencé vraiment mon orientation vers la jeunesse. T'sais. Je me suis beaucoup impliqué là dans diverses choses qu'il y avait, un peu dans n'importe quoi, et surtout avec les jeunes. Puis on avait ce qu'on appelle un mouvement pierre vivante. Hein. Ça rassemblait des jeunes, puis là on discutait surtout des problèmes actuels du temps. On a même construit un chalet où on se réunissait. C'était là qu'avaient lieu des réunions qu'on faisait là. Disons, je ne me souviens plus à quel endroit, en tout cas, c'est en allant vers Saint-Gabriel. C'était une bâtisse, on s'était fait un camp près d'un lac qu'il y avait là. Puis, avec les jeunes aussi, on avait monté une chorale. Je pense que, je me demande si on n'avait pas, s'il n'y avait pas une centaine de jeunes qui venaient, qu'on chantait aux messes, qu'on appelait dans le temps les messes à gogo. Et c'était le samedi soir, ces messes-là. Puis on avait une pratique de chant à chaque semaine aussi. Je pense que c'était le jeudi, mercredi ou jeudi. On avait une pratique de chant à l'église. J'aimais beaucoup participer aux activités sociales qu'il y avait dans la ville de Grande-Rivière. Par exemple, je me souviens d'avoir même fait le Père Noël. J'aimais beaucoup patiner. On disait que je faisais du patinage artistique. J'aimais beaucoup ça. Puis j'en profite pour saluer une petite Covier qui m'accompagnait. C'était, je pense, c'est Linda, je crois. Je crois que c'est elle qui m'accompagnait lorsqu'on patinait. On patinait ensemble. La patinoire, il n'y avait pas d'aréna dans le temps, comme de raison. C'était une patinoire extérieure. Et j'aimais beaucoup aussi faire du ski. Moins le ski de fond, mais surtout le ski alpin. Ouais.
j'avais une motoneige, puis on montait quasiment à toutes les semaines. On allait faire un tour à notre chalet avec les jeunes qui voulaient y venir. Ouais. Je me déguisais, puis on ne me connaissait pas. Alors, le jour de Noël même, je partais avec un jeune, puis on passait les maisons. Dans différentes maisons, Grande-Rivière et bien d'autres. Puis, assez souvent, on ne me connaissait pas. Puis on se disait, ça se peut plus, ça se peut pas que ce soit le curé qui nous visite déguisé en Père Noël ou encore en Mardi Gras ou on s'est déjà fait arrêter par la police qu'on faisait le Mardi Gras. Puis la police nous avait arrêté, mais c'est quelqu'un qui nous avait joué un mauvais tour, qui avait avisé la police de nous arrêter. Puis j'étais justement avec André Baudin, sa femme, puis je pense que c'était Walter Hayes. Ah oui, c'était... j'ai vécu une belle jeunesse, là. Ben, belle jeunesse, disons. J'étais plus jeunesse, là. J'ai vécu de quoi heureux à Grande-Rivière. J'admets ça à tout point de vue. Au point de vue religieux, au point de vue social. Ça a été pour moi vraiment extraordinaire. Je faisais partie d'un comité aussi pour un financement pour l'aréna de Grande-Rivière. Puis, je pense, ça a commencé là. Il y avait des pourparlers pour qu'un aréna, qu'il y ait une aréna à Grande-Rivière. Ouais. Ça, la base pénale de Bellefeuille, c'était, disons, on a commencé, je dirais, en 1972, au Chevalier de Colomb. On a commencé à discuter qu'est-ce qu'on ferait pour la jeunesse, parce que dans les années 70, commençait, si on veut, on avait un problème social dû à la drogue qui commençait dans le coin. Puis là, il y a des parents, bien sûr, qui voyaient ça d'un mauvais œil, que leurs jeunes s'adonnent à la drogue. Et c'est là, au Chevalier de Colomb, qu'on a commencé à parler de ça en 1972 pour la possibilité de faire un camp de vacances pour les jeunes. Et ça a pris du temps avant qu'on... l'emplacement, ensuite tout ce qui s'apprenait, tout ce que pour mettre de l'avant une colonie de vacances. Et ce n'est qu'en 1974 qu'on a commencé à opérer, à recevoir des jeunes en colonie de vacances dans des tentes. Puis, il y avait aussi des jeunes intéressés comme animateurs qu'on avait. Je ne les nommerai pas tous, là, mais je vais simplement nommer, c'était un Cauvier, Michel Cauvier de Grande-Rivière. Il y avait aussi une quantité de personnes bénévoles qui sont venues travailler pour mettre de l'avant le camp de vacances. Parce que c'était tout un projet qu'on avait. Hein. Et beaucoup de bénévoles parmi les Jeunes colons et parmi la population en général, si on veut. Ouais. La première bâtisse est debout encore, ce qui me surprend parce qu'on n'avait pas d'architecte ni d'ingénieur. Alors, c'est le manoir qui est toujours debout. Hein.
Ça a été la première bâtisse qui servait à la fois, si on veut, de salle de jeu quand il pleuvait, ou encore moi-même, quand je célébrais des offices religieux, c'est là que je le faisais avec les jeunes. Voilà. Les animateurs de l'été, de cet été-là, en 1974, c'est eux autres qui ont commencé à nettoyer le terrain pour mettre les cabines, qu'on appelle, pour accueillir les jeunes qui venaient en colonie de vacances. Dans les années 80, on commençait à penser, en plus de la colonie de vacances, parce que on était rendu qu'on accueillait, on avait construit une douzaine de cabines pour accueillir les enfants. Et avec ça, un besoin se faisait sentir du côté des parents, des familles, qui aimeraient participer aussi à la colonie de vacances, participer au camp. Et c'est là qu'on a mis sur pied ce qu'on appelle, nous autres, dans notre langage, CVF, ça veut dire Centre de vacances familiales. Et on accueille depuis les années 89, 90, les parents, les familles, qui viennent ici. Puis il y a des moniteurs qui cédulent des activités et qui les suivent en activité. Bien, c'est sûr que les moniteurs qui sont ici, qui viennent, je les aime beaucoup. Hein. Comme un père de famille qui aimerait ses enfants. Je n'ai pas eu, si vous voulez, d'enfants personnellement, mais je les considère comme tels. Parce que tous les moniteurs, je dirais, m'ont appris à aimer, ils m'ont appris à donner, ils m'ont appris à servir. Et c'était ceux qui viennent ici, les moniteurs qui viennent ici, je leur dis toujours, vous êtes comme des petits directeurs, c'est-à-dire responsables du groupe que vous avez. Moi, il y a beaucoup de moniteurs, monitrices m'ont dit que ça avait changé leur vie. Bellefeuille avait changé leur vie. En ce sens que, comme je viens de dire, qu'ils ont pris d'autres orientations et aussi, disons, en tant que prêtre, je ne peux pas faire autrement que de temps à autre de leur parler de la vie de Jésus, de parler de l'Évangile, de parler de la bonne nouvelle, quoi. Ça a commencé ici à Bellefeuille. On m'a nommé directeur parce que j'avais certaines connaissances d'un camp de vacances, comme je vous ai dit, que j'ai travaillé au camp Tekakwitha dans le Maine. Par la suite, j'ai été, tout en étant directeur ici, j'étais d'abord aumônier à la polyvalente de Grande-Rivière. Ensuite, j'ai été nommé curé à Cap-d'Espoir, curé à Newport et curé à Port-aux-Milles. Alors, j'ai pris ma retraite comme curé en 2012. Et j'étais toujours, jusqu'à cette période-là, j'étais toujours ici, à Bellefeuille, comme directeur. Et par la suite, lorsque on a nommé un autre directeur, c'était plutôt une directrice, alors moi, je n'ai pas arrêté là, si on veut. Alors, mon évêque m'a nommé comme aumônier à la détention de Percé. Et ça fait quoi? Une douzaine d'années que je suis là, à la prison Percé. Un endroit qui, disons, qui ne plaît pas à tout le monde d'entendre parler de ça, mais moi j'aime beaucoup ça.
Et aussi, j'aide beaucoup dans les paroisses, dans les fins de semaine. Je suis pas mal toujours, on me réquisitionne parce que, à cause du manque de prêtres qu'il y a dans notre diocèse. Il faut que je dise aussi que j'ai eu un titre qui est réservé au curé, qu'on appelle Monseigneur. Alors, c'est un titre qui est donné par le pape. Ça veut dire chapelain de sa sainteté. CSS, qu'on doit signer au bout de nom. Mais moi, j'ai jamais couru après ces titres-là. Mais il faut dire que, ben aussi, au point de vue civil, j'ai gagné certains trophées. Mais c'est un petit peu ça aussi pour les prêtres, le titre d'être nommé Monseigneur. Comme je viens de vous dire, je ne cherche pas ça. Je n'ai jamais cherché ça. Mais il faut admettre quand même qu'au point de vue humain, ça fait toujours plaisir de recevoir des titres. Prix porteur de flambeau, donné par l'Association des camps du Québec. Un prix Excellard de Rocher-Percé, la municipalité de Rocher-Percé. Prix Dollar Morin pour le bénévolat. Ça, c'est la médaille de l'Assemblée nationale. Je me suis occupé longtemps de la chorale à Grande-Rivière, puis tous les chants de Noël. Tu sais, c'était non seulement avec les enfants, comme je disais tout à l'heure, mais aussi avec les adultes. On avait des pratiques qui duraient comme 2 mois avant la messe de minuit. Et quand je suis rentré, puis que j'ai entendu les chants, puis que j'ai vu les lieux, tout ça, ça m'a rappelé des souvenirs de quand j'étais, qu'on appelait dans le temps, vicaire à Grande-Rivière. Alors j'ai juste dit que de souvenirs, puis j'ai été comme surpris. Les gens sont mis à applaudir. Alors, en tout cas, je ne pourrai jamais oublier Grande-Rivière. Comme je dis souvent, je les ai aimés, je les aime et je les aimerai. C'est parce que moi, je me suis fait de grands amis à Grande-Rivière. Puis lorsque les gens t'acceptent, même si tu es prêtre, s'ils t'acceptent un petit peu dans la vie sociale, puis la vie de tout le monde, c'est intéressant. Je suis né le 7 février 1935. J'ai 87 ans, à Bonaventure. Ouais. Peut-être parce que c'était ma première nomination après que j'ai été nommé prêtre. Peut-être que ma première mission était là, mais quoi, même en dehors de tout ça, je ne sais pas si je devrais raconter Grande-Rivière dans ma vie, c'était quoi, avant. Quand je travaillais à Gaspé, pour passer à Grande-Rivière, je me mettais un bâton dans ma voiture. Parce qu'on disait qu'à Grande-Rivière, on arrêtait le monde, les voitures, et la chicane prenait. Alors je me donnais ça pour me défendre. Quand l'évêque m'a nommé à Grande-Rivière, j'étais pas heureux. Hein. J'avais peur. Hein. Mais ça n'a pas duré longtemps lorsque j'étais rendu là. À Grande-Rivière, quand je pensais à Grande-Rivière, puis à Newport. À Newport, c'était la même chose, à Pointe-Noire, qu'on appelait. Puis j'avais un bâton dans mon char pour passer là si jamais j'étais arrêté. Salut! Salut André! Ça va? Ça va bien? Les branches! Et toi?
On est rendu à Bellefeuille. Rendu à Bellefeuille, tu viens de sortir de l'histoire, on dirait Ben oui. 1974. C'était pas fait comme ça, par exemple. Non, C'était fait par un vieux curé. Oui, le curé et les jeunes qui campanaient. Mais ces fenêtres-là, tu m'as fait démastiquer, puis après ça, tu t'as acheté. Ah ben oui, c'était ma vie. Puis, en parlant du nom de la rue, alors ils sont venus me voir avant de poser ça. Ouais, j'étais bien d'accord, mais j'ai dit, voulez-vous ma mort? Parce qu'habituellement, on donne le nom d'une rue à une personne décédée. Ouais. Ben, les défis, d'abord, on a cherché un endroit où situer notre colonie de vacances, parce qu'il y avait plusieurs endroits qui étaient notifiés. Et puis, on a abouti ici à Port-Vaux-Mills. C'est un endroit où il y avait ce qu'on appelle en anglais les squatters. Tu sais, quand tu avais établi ton lieu, puis alors le gouvernement cédait habituellement les terrains. Puis nous autres, grâce, je dirais, surtout à la compagnie Gaspésia, qui nous ont donné du terrain ici pour qu'on puisse construire la base plénière. C'était des tentes. La première année, on avait 6 tentes. Il y avait, je pense, une trentaine de jeunes, pas plus. On a juste opéré durant une session. Puis ensuite, c'était juste des tentes, puis on avait un chalet principal qui s'appelle le manoir, que les anciens connaissent sûrement. Puis, à partir de là, à chaque année, suite à des projets qu'on avait, on a construit une cabine, 2 cabines. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a au-dessus de 40 bâtiments sur le terrain à la base plénière. Moi, je sais bien que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire parce que je suis plus manuel qu'intellectuel. Alors, on a construit ce bâtiment-là. J'ai construit ça pas mal avec des jeunes, ceux qui allaient venir, nos moniteurs, et aussi le bénévolat. Beaucoup des gens de Grande-Rivière sont venus, de l'école. Alors, on bâtissait ça, puis on n'avait pas d'électricité, pas de téléphone. Alors, tout se faisait je dirais, à l'aiguine, comme on disait, là, puis à la hache. Ouais. Ici, c'était le premier bâtiment qu'on a fait avec des personnes bénévoles, avec des moniteurs et monitrices qui ont travaillé. On a monté les chapiteaux, on a les murs, tout ça. C'était pas fini comme ça, bien sûr. Les fenêtres qu'on avait, c'est les fenêtres qu'on avait reçues de gens. Ils n'étaient pas toutes pareilles, mais... Plancher, ben... C'était... Vous voyez ça, là? C'était l'auteur du plancher qu'on avait dans la bâtisse. Puis, quand on a décidé de lever la bâtisse, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé le plancher parce qu'il y avait un foyer. On a coupé le plancher pour relever le reste, puis ça restait là. Et ça sert pour nos réunions qu'on a avec le personnel, avec les moniteurs, tout ça. C'est un endroit où on peut communiquer, surtout le soir, pratiquement tous les soirs, on avait une réunion. On disait, on préparait pour le lendemain, tout ce qu'on avait vécu dans la journée, puis aussi tout ce qu'on avait le lendemain. La première année, ça servait aussi à célébrer la messe ici, là.
La pastorale, c'était ici. Durant les journées de pluie, c'était ici que ça se rassemblait. Pour tout, on avait juste cette salle-là. Ouais. La cuisine, la salle à manger, c'était ici. Donc tout se passait ici. Ouais. On appelait ça le manoir parce que quand je travaillais au camp Tekakwitha, ce même été-là, il y avait un bâtiment qui s'appelait aussi le manoir. Puis, on était surélevé, comme ici. Ça nous permettait de voir tout ce qui se passait dans les tentes en bas en première année, puis tout ce qui se passait aussi les années suivantes dans les cabines. Alors, on voit très bien. Hein? Parce que c'était, je dirais, c'était l'endroit où on pouvait voir ce qui se passait avec les jeunes s'il arrivait quelque chose. On était surélevés, puis on voyait toutes les tentes. La première cuisinière, c'était Dame Huard, qui a été notre cuisinière. Dame, je ne me rappelle plus de son petit nom. Puis, c'était elle qui faisait la cuisine. Moi, je faisais les patates. Ah oui, c'était ça. C'est parce qu'à la place des cabines que l'on voit, il y avait 6 tentes. C'est tout ce qu'on avait. Et pour les moniteurs, et pour les enfants. Puis, c'est ça. Ici, c'était une espèce de terrain de jeu où on était là-bas, là. C'était tout en l'air, près des rosiers. Là. C'était en anglais, c'est une swamp, mais c'était une... comment est-ce qu'on dit ça? Des marécages. Marécage. C'était un marécage. On a empli ça de terre, puis que j'ai semé ensuite pour faire du gazon. Parce qu'il y a peut-être une cinquantaine de voyages sortant là-bas de terre. Il y avait du roc aussi là-bas. Ici, bien ça a été fait, oui, où ça commence à se briser. Ça a été fait par un projet qu'on avait eu quand la Gaspésia a fermé. Alors, c'est des employés qui travaillaient à la Gaspésia, qui sont venus travailler ici, qui ont fait ça ici. C'est un endroit quand on veut communiquer pour réunir tous les enfants. Alors, quand on veut communiquer avec l'autre, on a une place pour un feu là en bas. La veille du drapeau, après ça, c'était la messe. Puis, ouais, les activités commençaient, je pense, à 10 heures. Puis il y avait des trophées à la fin des sessions. Tout à fait, oui. Il y en a encore aujourd'hui, c'est moi qui ai fait. Ouais. Les jeux de nuit, il y a eu des jeux de nuit à toutes les sessions. Depuis quasiment 50 ans, j'en ai pas vu 2 pareils. Toutes des activités nouvelles à chaque jeu de nuit. On les réveille vers 11h, 11h30 le soir, quand ils sont couchés. Parce que après le chant, à 8h30, tout le monde rentre dans leur cabine. Puis à 9h, c'est un couvre-feu. Puis à 11h, 11h30, on les réveille pour le jeu de nuit. Et c'est toujours préparé, évidemment, par les moniteurs eux-mêmes. Puis, c'est drôle, le lendemain du jeu de nuit, pour les tout petits, on leur dit qu'ils ont rêvé, puis ils croient ça. Qu'ils ont rêvé. Il y avait, à Newport, il y avait ce qu'on appelait je pense que c'était... il y avait de la danse, là, puis de la musique. C'était ce qu'on appelait l'agadus. Alors, on était ici, moi j'étais ici avec les petits jeunes, puis ils m'ont demandé l'autorisation d'y aller une soirée. Alors, je leur ai permis d'y aller, mais durant la soirée, j'étais seul, là.
Il n'y avait pas d'électricité, pas de téléphone. Là, j'ai fait une gaffe, certain, en permettant aux moniteurs et monitrices d'aller, hein, de quitter pour une soirée alors que j'étais seul à garder les jeunes. Alors, ça a été fini. Hein. Quand ils sont arrivés, il dit plus jamais. Puis ça n'a jamais été ça non plus. Les moniteurs ne sont pas sortis durant un camp de vacances. Ouais. Et moi, j'oserais dire qu'ils ont gardé, ils m'ont aidé à garder mon sacerdoce. Parce que pour devenir prêtre, il y avait des choses qu'on laisse, qu'on laisse tomber. Et ces jeunes, hein, surtout les moniteurs et monitrices, ils ont su suppléer par l'amitié qu'ils m'ont toujours donnée, par l'affection hein, qu'ils m'ont donnée. Et je dirais que ça, pour moi, ça a toujours été ça dans ma vie, dans le fond. Quand j'étais à Polyvalente de Grande-Rivière, c'était des jeunes aussi, puis ça s'est continué ici. Puis ça continue encore. C'était dans ce temps-là. On ne peut plus faire... Ça serait, je pense, idiot d'offrir des messes à tous les jours comme on en avait, hein, parce qu'il y en a beaucoup parmi ces jeunes-là qui n'ont pas été baptisés, qui sont... Hein, mais je les aime pareil. Ouais. Ah oui, ah oui. Ça, moi, je dis que... Parce qu'il y avait beaucoup de chants. Parce que moi, je trouve que le chant, je dirais, ça établit des relations, hein, puis ça fait en sorte qu'on s'en souvient, hein, bien des années après, même toi, tu le dis, là, tu sais. Parce qu'on a encore, les jeunes, on a toujours à chaque été 5-6 jeunes, 5-6 moniteurs qui jouent de la guitare, puis du violon, puis de la batterie un peu. Alors, ils ont tout ça avec eux autres, là. Ouais. Ah oui. C'est ce qu'on appelle, je ne suis pas capable de le définir que c'est dans mes mots, ce qu'on appelle la magie de Bellefeuille. Hein. Alors, moi, disons, c'est quelque chose qui se vit dans son cœur. Hein. On a reçu pendant plusieurs fois de l'Association des camps du Québec. On a reçu des prix, des trophées, disons, qui nous a mis sur la map, autrement dit, hein, du Québec. Ouais, parce qu'actuellement, ça fait quoi? Ça fait bien proche de 20 ans que ça existe. Des gens de la ville, 40 % de notre clientèle de jeunes nous proviennent de la ville, de Montréal, Québec, Gatineau, etc. Là, beaucoup de jeunes, à peu près 40 %. Ça, c'est depuis que la compagnie Gaspésia a fermé à Chandler. Bien sûr, il y avait de la place de libre ici, puis on se demandait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener plus de jeunes, parce que plus de jeunes, c'est plus de profit, hein, étant donné qu'on a un organisme à but non lucratif. Hein. Ouais, moi, peut-être plus terre à terre, Martin. On est installé confortablement. Voilà qu'il n'y a pas plus de soleil, mais on est installé sur le terrain même sur lequel on a mis les premiers pas. Ouais. Ouais. Entre les deux lacs, le lac Chaud d'un côté puis le lac Juillet de l'autre côté. Et à ce moment-là, j'essaie de me souvenir de me faire une image du terrain désastreux qu'on avait devant nous autres. Le seul attrait qu'il y avait pour qu'on y mette le pied et qu'on y reste, c'était qu'il y avait les deux lacs et la mer. Ouais. Et la forêt à petite distance. Alors aujourd'hui, moi je voudrais que, encore une fois, je suis plus terre à terre, là, mais je voudrais qu'en jetant un regard sur ce qu'on a devant nous autres, là, puis ce qui est caché par les arbres, je voudrais que tu nous rappelles un peu, disons, l'évolution matérielle de la base comme entreprise touristique
reconnu, non seulement au Québec, mais particulièrement en Gaspésie aussi. Hein. Je voudrais que je fasse un résumé De nous parler un peu, disons, de l'évolution matérielle. On est arrivé ici, là, ça valait moins que zéro. Ouais. Sur le plan économique, là, ça valait moins que zéro. Puis aujourd'hui, c'est une entreprise qui vaut de l'argent. Ah oui, c'est sûr que c'était à chaque année. À chaque année qu'on pensait à nous autres, dans le fond. Même le député dans le temps, dans les années 80, tu étais député, on a bénéficié hein, des subventions. Par exemple, la construction de la maisonnée, le système d'aqueduc et d'égout, puis tout ça. Hein, tout ça, c'est... Puis c'est pas toutes les bases de plein air qui ont, si on veut, ce système de aqueduc et égout. On est pas mal, je dirais, c'est pas mal rare pour les colonies de vacances qui ont toutes ces choses-là. J'ajoute juste, je ne veux pas te couper, mais j'ajoute que je pense que la base plein air de Bellefeuille est le seul organisme dans l'Association des camps du Québec qui a reçu de l'aide fédérale. Ah, peut-être, oui. La Plaisance. Oui, oui. C'est la seule. Ah, oui. Plaisance, oui. La Plaisance, on a construit ça en 1975, l'année suivante. Ouais. Parce que tu étais mêlé beaucoup à ça, parce que, disons, tu es un des fondateurs, toi aussi, là, de la base plein air. Et je trouve ça important. Donc, on y garde un attachement. Ce qui est rare, je dépasse comme toi, je dépasse de 80 ans, une certaine expérience de l'évolution, du développement de la région. J'ai pas connu d'autres prêtres. Dans ma vie, je n'ai pas connu d'autres prêtres qui, tout en se dévouant, se consacrant à son sacerdoce, a réussi, sur le plan des affaires, à faire ce que tu as fait. Ben, grâce je dirais, on avait un bon CA, hein, un bon conseil d'administration qui pouvait, même si parfois vous me traitiez un peu de... Ben, c'est parce qu'à chaque assemblée qu'on avait, tu avais une construction dans la tête. Ça devenait... Mais ça s'est réalisé. Oui, Puis je suis content. Je suis heureux de ce qui s'est fait. Puis, ouais. Et ça me fait toujours plaisir, de les revoir. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on construise un chalet exprès pour les anciens qui viennent passer quelques jours ici. Hein. J'ai encore les constructions. C'est qui est président du conseil d'administration, là? Comme ça, c'est le président. Il n'y en a pas de président. Il n'y a pas de président? Un président... Il va être bien accueilli avec ton idée, là. Oui. Ben, plus je vieillis, je dirais, plus j'ai comme l'intention qu'il y a une larme qui est proche. À chaque fois que, disons, que je vois les anciens qui viennent me voir, puis sont contents de me voir, puis moi aussi, je suis content de les voir. Parce que je leur ai toujours donné de l'amour. Puis je pense que, tu t'en souviens un peu, tous les enfants qui viennent ici, puis tous les moniteurs et monitrices. Je leur dis toujours, moi, vous êtes, au moniteur, je disais toujours ça quand j'étais directeur, vous êtes des petits directeurs sur le terrain. Il y a une petite phrase que je leur ai dit souvent, que je leur dis encore, c'est de Saint-Exupéry, le petit prince de Saint-Exupéry, qui dit « On ne comprend bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Moi, disons,
tout cas, la responsabilité d'un conseil d'administration et de la direction de la base tonnerre de Bellefeuille devrait toujours garder en tête ce que tu appelais tantôt la magie de Bellefeuille. La magie de Bellefeuille, ça veut dire beaucoup de choses. Tu l'as expliqué dans tes mots tout à l'heure. Hein? Et se souvenir du passé, ça garantit l'avenir. Hein? Oui, puis je dirais aussi qu'il y a des choses traditionnelles qui sont installées. Hein? Moi, j'aime beaucoup, disons, de ce qui a été vécu, hein? La tradition. Hein, dit beaucoup de choses là-dedans aussi. Je prends par exemple ici, comme je pense que je l'ai dit tout à l'heure, ce qui crée une relation intense, c'est le chant. À tous les jours, même à tous les jours, avant un repas, après un repas, et le soir, on a une demi-heure de chant et de musique qui rassemble tous les jeunes. Pas seulement les jeunes, les familles qui sont ici au camp, ils viennent à ça. Puis il y a vraiment une magie qui vient de là, moi, je trouve. Merci, Martin. Merci, André, d'être là. Et merci, Mirko. Ouais. Prenez pas ma canne, hein? Hein? Je dis pas prendre ma canne.